Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 21 octobre. Toute l'actualité près de chez vous, reportages, interviews, portraits et votre météo toujours ensoleillée à venir. Dernier regard ce soir sur le déplacement africain de la ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béro-Amadei, qui dressera avec nous le bilan de ce voyage et nous nous rendrons à l'école Amis des enfants à Matana au Burundi, soutenue par la principauté. La réouverture très attendue de la piscine Saint-Charles, c'était ce matin. L'éblouissant concert de Nathalie Stutzmann, venue diriger l'orchestre philharmonique de Monaco, qu'elle a eu plaisir à retrouver, c'était hier soir. Et puis en sport, en football, veille de match pour Monaco en Ligue des Champions. Les tout derniers échos avant ce troisième rendez-vous européen avec l'entraîneur Adi Hutter. Suite et fin de notre série de reportages consacrée à la visite officielle de la ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béro-Amadei au Burundi. Focus ce soir sur l'école Amis des enfants portée par l'association FVS. C'est un projet que le gouvernement princier a vu naître et qui vient de célébrer ses 10 ans d'existence. Le reportage sur place d'Émilie Rousseau et d'Olivier Bonello. La scolarisation des enfants représente un défi majeur au Burundi. Comme d'autres pays africains, cet État situé au cœur de l'Afrique est confronté à une crise de l'apprentissage. Beaucoup d'enfants, notamment les plus vulnérables, ne poursuivent pas leurs études dans le secondaire. C'est face à ce constat que Spes Nyangaza, cofondatrice de FVS Amis des enfants et également consul honoraire de Monaco au Burundi, a décidé de créer cette école à Matana, dans le sud-ouest du pays. Elle permet d'offrir un enseignement de qualité en intégrant les enfants vulnérables. C'est une école qui a comme objectif global de contribuer à préparer les futurs leaders pour le Burundi avec excellence et intégrité. Salle de classe, salle informatique, bibliothèque, laboratoire de chimie, l'école Amis des enfants accueille aujourd'hui 600 élèves en internat, dont une quarantaine d'orphelins et autres enfants vulnérables. Elle peut bénéficier depuis sa création du soutien direct du gouvernement princier qui a décidé de renouveler son engagement pour une durée de 3 ans. Ce qu'on soutient plus particulièrement ici, ce sont en fait les orphelins et enfants vulnérables. C'est ça qui nous intéresse dans tout ce qui est bien sûr éducation inclusive. Et puis aussi on a participé au long des années à la mise à niveau des bâtiments, bien entendu, faire en sorte qu'ils soient peut-être plus écologiques. On a fait de l'accompagnement pédagogique. On essaye d'être là et d'écouter les besoins. Mais encore une fois, à chaque fois, je veux revenir sur le fait que on soutient aussi et surtout les orphelins et enfants vulnérables. Et en fait, ce qu'on fait depuis maintenant quelques années, puisqu'il y a déjà les premiers lauréats, comme on les appelle, c'est qu'on continue à les soutenir quand ils rentrent dans la vie étudiante. Et ça, je pense qu'une telle loyauté, une telle fidélité, je pense que c'est assez unique. D'autres organismes de solidarité internationale de Monaco ont cru également au projet de Spes Nyangaza dès le début, à l'image de Fight Aids Monaco et de l'Association mondiale des amis de l'enfance, l'AMAD, qui est l'un des premiers témoins des bénéfices de cette école qui représente l'espoir d'une génération. J'ai eu une multitude d'expériences comme ça de jeunes qui maintenant après ces études, sont vraiment des acteurs de développement du pays. On a des médecins, on a des ingénieurs, on a des infirmiers. Et voilà, comme on dit, c'est l'éducation qui est vraiment un prérequis en termes de développement. Et on en a vraiment l'exemple flagrant ici au Burundi. Depuis 2014, 300 élèves sont ressortis diplômés de l'école Amis des enfants, dont 27 orphelins ou jeunes vulnérables. Est-elle un symbole? La célébration des 10 ans de l'établissement coïncidait cette année avec la remise des certificats aux lauréats de la 5e promotion, baptisée les Dynamiques. La fin d'un cycle pour ces élèves, mais pas des études, car nombreux d'entre eux aspirent à des études supérieures. L'éducation, un des domaines d'intervention de la coopération monégasque au Burundi et qui répond aussi aux priorités du pays. Pour revenir sur cette visite officielle au cœur de l'Afrique, la première de niveau ministériel, Émilie Rousseau s'est entretenue avec la ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béro-Amadei. Une interview réalisée avec Olivier Bonello à Bujumbura, capitale économique du Burundi. Bonsoir Isabelle Béro-Amadei. Bonsoir Émilie. Nous sommes à quelques mètres du lac Tanganyika, l'un des plus grands lacs d'Afrique, pour évoquer ce déplacement officiel
au Burundi. Quel bilan pouvez-vous tirer de cette visite ? Effectivement, nous sommes à côté du lac Tanganyika, à un moment où cette visite se termine. Nous allons prendre l'avion dans quelques heures. Je crois que c'est un bilan plus que positif, puisqu'il nous a permis de venir sur le terrain. À la suite, comme je l'avais dit, de l'accord cadre de coopération que nous avions signé avec mon homologue burundais il y a une dizaine de jours en marge du sommet de la francophonie. Et donc nous sommes là, nous étions là pour voir sur le terrain quels sont les projets que nous soutenons ici au Burundi, pour valoriser aussi l'action de la coopération monégasque. Et je dois dire que je suis vraiment très satisfaite d'avoir rencontré à la fois les organisations internationales, les ONG locales ou internationales, et aussi d'avoir pu échanger avec les bénéficiaires. Donc on a visité beaucoup de projets, un peu partout dans le pays du Burundi, et c'est une visite qui, je crois, a été très positive. C'est un pays partenaire depuis de nombreuses années, hein. C'est un pays partenaire historique de la coopération monégasque. Nous sommes ici depuis 2008 dans les domaines d'action prioritaires de Monaco, mais pas seulement. Ces domaines d'action correspondent aux besoins et aux priorités du gouvernement burundais. Donc 2008, je disais, où nous sommes intervenus en matière de santé, de sécurité alimentaire, d'accès au travail décent et de protection et d'éducation de l'enfance, avec en 2015 un action plus particulier sur la sécurité alimentaire. L'éducation est un enjeu majeur pour le Burundi. On parle ici de capital humain, car ces enfants sont tout simplement l'avenir du pays, hein. Alors effectivement, on a été particulièrement intéressés par cette jeunesse, puisque c'est une population jeune, à l'image de la population africaine, hein, qui a un âge médian de 19 ans. Donc les actions qui sont axées sur l'éducation et la protection de l'enfance sont vraiment importantes ici, et elles correspondent à la priorité du Burundi, puisque l'éducation est vraiment au centre de l'action du gouvernement burundais. Donc là encore, on se rencontre dans nos priorités, et quand on voit cette jeunesse qui a vraiment besoin d'éducation et une envie aussi d'étudier, on se dit qu'on n'est pas là par hasard. C'est important pour vous de vous rendre sur le terrain pour aller à la rencontre des partenaires de la principauté ? Je dirais que c'est essentiel, puisque quand on est à Monaco, on sait très bien quelles sont les actions qui sont menées par la coopération internationale, mais se rendre sur le terrain, ça permet de les visualiser, et puis surtout d'avoir ce contact humain qu'on ne peut pas avoir lorsqu'on est dans un bureau. Donc nous avons échangé beaucoup sur ce que nous avons fait et ce que nous pouvons encore améliorer et faire avec nos partenaires ici au Burundi. Donc effectivement, c'est essentiel de venir sur le terrain. Alors cette visite officielle vous a emmené dans le nord du pays, à la frontière du Rwanda, ici à Bujumbura, et puis dans le centre du Burundi. Vous avez pu constater cet élan de solidarité internationale et aussi l'engagement d'organismes de solidarité internationale de Monaco. Alors déjà, la coopération monégasque intervient toujours en partenariat avec d'autres entités. Ça peut être des entités onusiennes comme le PAM en faveur des cantines scolaires, le HCR sur une thématique qui est chère au Burundi, puisque c'est la thématique des rapatriés. Ensuite des associations locales ou internationales, Bibliothèques sans frontières par exemple, Santé Gidio avec lequel nous collaborons non seulement au Burundi mais aussi dans d'autres pays de coopération, et puis aussi la société civile monégasque qui est présente au travers des OSI monégasques. Je me suis rendue ce matin à la rencontre de la fondation Vénus Tonyagombo, qui est un athlète olympique qui a gagné une médaille d'or pour le Burundi aux 5000 mètres, et qui, à travers sa fondation et avec Peace and Sport, permet donc de faire venir des enfants du quartier pour les intégrer au travers du sport et porter un message de paix. Et ensuite, il y a Fightez aussi, ici au Burundi, qui intervient, et également l'AMAD, puisqu'hier nous avons fêté les 10 ans d'une école que nous soutenons depuis sa création, il y a donc 10 ans, en collaboration avec l'AMAD. Donc le secrétaire général de l'AMAD était présent pour la célébration de cette école de Matana, où nous œuvrons pour intégrer des orphelins et des enfants particulièrement vulnérables dans un cycle scolaire. En conclusion, Isabelle Béraud-Amadei, quelle image garderez-vous de cette visite officielle, votre première visite ici dans ce pays ?
Écoutez, je crois que c'est l'image que je garde toujours lorsque je me rends sur le terrain avec la coopération monégasque. C'est le sourire sur le visage des bénéficiaires, ces femmes, ces enfants que l'on aide. Et je crois que c'est ça que j'emporterai avec moi aussi au Burundi. C'est la preuve du succès des programmes soutenus par le gouvernement princier? Oui, je crois, c'est la preuve de ce succès, mais ce succès, il se fait aussi grâce à des équipes. Et vous me permettrez, Émilie, de saluer aussi le rôle, évidemment, des équipes de la coopération. Ici, Julien Siri, Bénédicte Schulz, la directrice de la coopération, qui nous a accompagnés cette semaine. Et puis aussi le rôle essentiel de notre consul honoraire, SPES, qui est également à la tête d'une organisation ici en faveur de la protection de l'enfance, FVS, Amis de l'enfant, et également rôle essentiel de notre coordinateur pays, puisque depuis le mois de juin cette année, nous avons un coordinateur pays qui s'appelle Joseph et qui est là pour valoriser aussi les actions de la coopération, pour superviser les projets. Joseph est quelqu'un qui a une expérience extraordinaire dans le domaine de l'humanitaire et qui nous aide beaucoup. Donc je voudrais aussi leur rendre hommage à tous. Oui, des liens essentiels. Merci Isabelle Béraud-Amadei et merci de nous avoir permis de suivre cette visite officielle à vos côtés au Burundi. Et merci à vous aussi, Émilie et Olivier, qui nous avaient accompagnés toute cette semaine avec grand plaisir. Et cet entretien est à retrouver quand vous le souhaitez sur notre site Monaco Info et sur vos plateformes préférées. Les sports, toujours invaincus cette saison, Monaco retrouve ce mardi la Ligue des champions de football. Match à la maison, 18h45 face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Après le soporifique match nul 0-0 de vendredi dernier face à Lille, Monaco va tenter de retrouver sa belle efficacité en passant cette fois par la scène européenne. Les mots du coach, l'entraîneur Adi Hutter. What I'm really happy is that our team makes a development also to work for defensive. We paid a lot of attention in the preseason because this was a big topic for us. I can remember when you asked me a lot, you conceded so many goals. What can you do as a coach? So we did it well. Now we search a little bit the needle in the stack because after 23 games, we had 2 times what we didn't score. It was a 0-0 at home against Paris and a 0-0 last weekend against Lille. These are 2 Champions League teams, so we have to be careful. We are not satisfied at the moment with our offensive part. We can do it better for sure. We can improve. We should to improve. But also, as a coach, I see the big picture, and for this, with our development, I'm really happy. But tomorrow can be a really a big game for us, a key game for us. When you win this game, it's a prognostic, can I say? Maybe in the championship competition, about 10 points. Maybe you are qualified for the next round in Champions League. But tomorrow, our focus is completely for our next opponent tomorrow, Red Star Beograd. It's a big game also for us and also for Beograd. They have 2 defeats. They have also win tomorrow in Monaco when they want to come in the next round. So it's a tough game. It's an interesting game, and I see some advantages for us, but we have to bring a really good performance on the pitch. Le Grand 8 pour Charles Leclerc au Grand Prix des États-Unis à Austin, 8e succès de sa carrière, 3 cette saison bien sûr après Monza et Monaco. Et puis un doublé Ferrari de surcroît aux États-Unis. Prochain rendez-vous du Grand Cirque de la F1 au Mexique le week-end prochain. Sur sa lancée, la Roca Team, après avoir redressé la tête en Euroleague de basket jeudi dernier, s'est imposée ce week-end à Gaston Médecin face à un des clubs phares du championnat de France, l'équipe de Cholet. Malmenée en première période, les hommes de Sacha Obradovic ont su terminer en trombe, avec notamment un dernier quart d'heure époustouflant, remporté 30-8. À 19h30, ne manquez pas votre rendez-vous bimensuel avec Frédéric Elion et notre consultant Ali Traoré pour les experts du basket. Le challenge international Denis Ravera a une nouvelle fois attiré les meilleures nations de sport boule du monde pendant plus de 48 heures. Gaëtan Lebrun, Camille Caloni ont suivi la compétition. Le club Boulis du Rocher a accueilli de vendredi à dimanche la 15e édition du Challenge international Denis Ravera. Cette année, 17 pays, issus de 15 continents différents, étaient venus représenter leurs couleurs dans ce tournoi devenu un incontournable du Rocher.
L'occasion pour les équipes de se frotter aux meilleures nations de sport boule et ainsi bien préparer les championnats du monde. Avec les championnats du monde, c'est le plus bel événement de l'année. Donc c'est pour ça qu'on arrive à attirer des pays qui viennent de très très loin pour seulement 2 jours et demi de compétition. Et c'est un événement qui est inscrit au calendrier international de la fédération de sport boule et qui aujourd'hui est considéré par les délégations comme un vrai concurrent des championnats du monde. Et ça avait été impulsé à l'époque par Denis Ravera qui fait honneur au tournoi en associant son nom à ce tournoi pour honorer sa mémoire. Et voilà, chaque année c'est une belle organisation avec beaucoup de bénévoles qui en préparent plusieurs mois à l'avance et les nations sont toujours enchantées de leur séjour en principauté et on a un très bon niveau sportif aussi puisque avant tout ils viennent pour concourir et on a les meilleures nations qui sont présentes chaque année. Le tournoi a accueilli cette année 3 catégories, les moins de 15 ans, les moins de 18 et les féminines, qui se sont départagées à travers 3 épreuves différentes, la doublette, le tir de précision et le tir en relais. Et à la fin, c'est la France qui a remporté cette 15e édition en terminant premier au classement général. Donc dans cette 15e édition, donc on a pris 5 titres sur les 9 possibles, donc c'est bien, on est à la majorité, donc on sera première nation de ce tournoi comme ça fait 3 ou 4 ans déjà. Et donc avec une grande satisfaction pour les épreuves en doublette, puisqu'on a gagné les 3 titres dans les 3 catégories, ce qui arrive très rarement de truster dans une même catégorie. Et puis après, donc une victoire en tir de précision et une victoire en tir en relais. On aurait pu en avoir une de plus dans chacune des catégories parce qu'on avait les moyens de mieux figurer. Mais bon, c'est déjà une belle performance avec de jeunes joueurs, surtout pour les U15 qui débutaient leur carrière internationale. Un petit peu déçu pour nos jeunes U18, parce que c'est 2 qui vont au championnat du monde. Donc ils ont gagné la doublette, c'est bien, parce qu'ils jouent ensemble pour le championnat du monde à Porto Rico en fin d'année. Et en relais, je pense qu'ils auraient pu s'imposer. Voilà. Mais une belle performance dans l'ensemble de toute l'équipe de France qui s'est bien comportée et ça donne de l'expérience à tous ces joueurs. Vous l'aurez compris, pour les passionnés de sport boule, le prochain grand rendez-vous, les championnats du monde, ce sera en décembre à Porto Rico. Après plusieurs mois de travaux, la piscine Saint-Charles a ouvert enfin ses portes à nouveau. Les nageurs vont pouvoir bénéficier d'une infrastructure toute neuve, mais aussi de nouvelles activités. On vous dit tout dans ce reportage signé Alban Gingembre et Camille Caloni. Les nageurs de la piscine Saint-Charles peuvent à nouveau venir barboter et c'est un environnement refait à neuf qui les attend. Après plusieurs mois de travaux, la rénovation est enfin terminée. Quelques améliorations tant au niveau des carrelages que des vestiaires. On peut accueillir très convenablement nos clients. Il y a aussi toute la partie caisse qui a été rénovée. Il y a aussi tout ce qui est casier, vestiaire. Et donc c'est surtout ça qui a été rénové. Ensuite, on a fait un petit peu de déco dans le bassin. Vous voyez qu'aujourd'hui c'est très clair. Et surprise pour cette réouverture, en plus des diverses activités proposées dans le bassin, natation prénatale, aquagym, aquabike et autres, l'équipe propose 2 nouveautés. L'Aqua Power Plus, en fait c'est un dérivé d'un crossfit aquatique. Donc on est sur 45 minutes au niveau de la séance. Et nous allons avoir 3 exercices au sol et 3 dans l'eau. La deuxième activité s'appelle Aqua Mermaid. On commence à 6-7 ans et nous, on va leur mettre des queues de sirène. Et pendant 45 minutes, je les plonge vraiment dans un monde imaginaire en décorant tout le fond du bassin. Et voilà, donc c'est très sympa. À noter qu'une nouvelle phase de travaux est prévue l'an prochain dans une démarche d'optimisation énergétique du bâtiment. C'est officiel, vous pourrez désormais utiliser tous les accents de la langue monégasque sur vos supports numériques. Vous le savez, il était parfois très compliqué d'écrire en monégasque sur les interfaces web à cause de ces accents qui n'existaient dans aucune autre langue latine. C'est désormais de l'histoire ancienne. En effet, le Comité national des traditions monégasques, en collaboration avec le Centre scientifique de Monaco, a dévoilé une toute nouvelle police de caractère appelée monégasque, destinée à pallier ces problématiques, mais surtout à préserver et promouvoir la langue traditionnelle monégasque. Le détail dans ce reportage de Paolo Semoa et Lionel Bernardi. Dans ce cours de monégasque, fini les longs raccourcis sur le clavier. Aujourd'hui, c'est une autre ère grâce à la toute nouvelle police de caractère monégasque. Cette nouvelle police, elle a été donc créée pour pouvoir écrire les accents toniques qui sont le principal écriture de monégasque et surtout support, parce que maintenant effectivement que le support c'est Internet. Créée conjointement par le Comité national des traditions monégasques et le Centre scientifique de Monaco, la création de la police est plutôt anecdotique. C'est par le centre scientifique, monsieur le professeur allemand qui est le directeur, qui a rencontré un problème justement avec madame Leporati, parce qu'il voulait simultanément traduire sur son site des textes en monégasque.
Et c'était impossible parce que la police n'existait pas. Alors il fallait faire un PDF, il fallait faire plusieurs choses pour que ça marche. Donc avec la personne qui s'occupe de son site, il en a parlé, et on a trouvé une personne, un designer de police, qui nous a fait cette police qui s'appelle Monégasque et qui est téléchargeable sur le site du Comité national des traditions monégasques. Et parmi ceux qui ont voulu la tester, il y a Claude. Il prend des cours depuis plusieurs années et a justement tenté d'installer le nouvel outil, en vain. Je n'ai pas eu l'occasion de la tester, je l'ai juste enregistrée sur mon ordinateur et j'ai quand même quelques problèmes pour l'employer. Donc il va me falloir quelques explications par quelqu'un de plus performant que moi. Pas de panique, si comme Claude vous rencontrez aussi des difficultés, vous pouvez vous rendre à la Maison du Numérique pour obtenir de l'aide. Et pour rappel, la police de caractère est téléchargeable sur le site du Comité national des traditions monégasques. Considérée comme l'une des meilleures chefs d'orchestre au monde, Nathalie Stutzmann est venue hier diriger l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, qu'elle connaît bien. Elle avait débuté sa carrière à l'occasion d'un tout premier opéra que lui avait confié à l'époque Jean-Louis Grinda. Elle était accompagnée hier au chœur de l'Auditorium Régnier III du soliste Xavier Demestre et de sa harpe. José Sacré a suivi pour vous ce concert. Directrice musicale de l'Atlanta Symphony Orchestra, Nathalie Stutzmann, après ses débuts spectaculaires dans Tannhäuser à Bayreuth, a été nommée meilleure chef d'orchestre de l'année aux Oscars de l'opéra en 2024. Un grand journal allemand l'a présentée comme un génie qui rend la musique irrésistible. Enfin, ses débuts au Metropolitan Opera ont été qualifiés par le New York Times de coup d'éclat de l'année. Ce dimanche 20 octobre, Nathalie Stutzmann a retrouvé l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Oui, j'adore cet orchestre et je reviens toujours fidèlement parce que je trouve que c'est un orchestre qui a du cœur. Et il y a beaucoup de choses à dire avec eux et c'est un potentiel énorme. Donc c'est toujours une semaine très très agréable avec ces musiciens avec qui maintenant on se connaît bien et on a des relations privilégiées. Au programme Orpheus Undone de Mitzi Mazzoli, le concerto pour harpe d'Alexandre Mosolov avec en soliste l'un des plus grands harpistes actuels, Xavier Demestre, et la 5e symphonie de Shostakovich. Cette symphonie que je dirige aujourd'hui, la 5e, a été écrite en 1937 en plein régime stalinien, en pleine période de la terreur et décrit l'atmosphère d'une dictature. Et les dictatures existent toujours dans le monde et donc la musique est porteuse puisqu'elle touche nos émotions directement puisque l'histoire se perpétue. Avec déjà un tel palmarès, à quoi pouvez-vous encore rêver, Nathalie Stutzmann? Pour un chef, l'instrument, c'est l'orchestre. Donc la joie d'aller plus haut et d'être au plus haut niveau, c'est d'avoir la chance toute l'année de ne travailler qu'avec les meilleurs orchestres du monde. Et ça, c'est pas une ambition, oh, je vais aller travailler... Non, c'est le bonheur de maintenant voir que sur ma liste, chaque semaine, je me réjouis de retrouver ou de découvrir pour la première fois un orchestre qui fait partie des 20 meilleurs du monde. Et ça, je pense que c'est une chance extraordinaire puisque notre instrument, c'est l'orchestre. Inside the Homes of Artists for Art's Sake, c'est le nom du tout nouveau livre de la collectionneuse d'art Tiki Atencio Dermidjian. Après ses 2 premiers livres à succès, elle plonge cette fois-ci ses lecteurs dans la vie privée des lieux de vie de quelques artistes contemporains emblématiques du monde entier. C'est une véritable immersion dans leurs environnements personnels, guidée par les mots de la collectionneuse et appuyée par les images du photographe Jean-François Josso. Et pour comprendre au mieux sa démarche, Paola Semera et Camille Caloni sont allés à sa rencontre, rien que pour vous. C'est un portrait que j'ai voulu faire des artistes dans leur maison. Savoir comment ils habitent, comment ils posent leur œuvre d'art, s'ils collectionnent ou pas, comment ils préfèrent vivre. Et c'était un peu la recherche de leur esprit, comme ils sont vraiment. Et la meilleure façon, c'est d'aller dans leur demeure. J'ai pris 24 artistes, tous amis, soit parce que je les collectionne ou parce qu'ils sont amis. Et j'ai voulu aussi que ça soit bien international, bien global. Et j'ai des artistes depuis South Africa,
jusqu'à Europe, en passant par l'Amérique latine, par l'Inde et par Cuba même. Donc c'était très global. Pour moi, c'était très important de découvrir tout ça et le faire dans un livre pour que les gens puissent avoir le privilège de rentrer dans la maison des artistes. Comme moi, j'ai eu le privilège de pouvoir... pas tout le monde peut accéder, pas tout le monde est invité à leur intérieur, à la vie privée. Et j'ai voulu montrer ça. Vous pourrez désormais retrouver son livre en ligne sur Rizzoli et Amazon ou encore dans les boutiques Sarina de Monaco. Ceux qui font Monaco, votre rendez-vous habituel avec Christinda Petit-Homel qui s'est arrêtée dans une de vos boulangeries préférées en sortant du marché de la Condamine. Et oui, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le quartier historique de la Condamine pour parler d'une institution qui s'est installée ici en 1957. Elle a été élue meilleure boulangerie de Monaco il y a quelques années de cela. Nous parlons bien sûr de l'Épidore. La fameuse histoire de l'Épidore a débuté le 1er octobre 1958 avec papa, maman et mémé. Et donc, depuis 66 ans, on est à la barre de ce vaisseau. Et alors, c'est une véritable histoire de famille? Tout à fait, 4 générations. Ma grand-mère, mes parents, mon frère et moi, et maintenant mon fils. Et voilà, nous espérons encore perdurer dans le temps comme ça. Alors, des anecdotes durant toutes ces années? Ouf, il y en a tellement qu'on pourrait écrire une Bible. Des anecdotes, alors mis à part la princesse Grace qui venait faire ses courses dans les années 60 et puis de fameux pilotes de Formule 1 qui venaient prendre des croissants en bas dans le four à l'Épidore et puis tous les noctambules monégasques après les sorties de nuit, de boîtes de nuit, venaient prendre les croissants et les pains au chocolat à la rue Princesse Caroline. Alors comment on débite autant, parce que vous êtes quand même l'une des boulangeries les plus grosses de Monaco? Bien, c'est très facile. Nous avons 30 employés qui travaillent vraiment avec leur cœur. Et mon petit frère qui fait les productions, les quantités, et nous qui vendons. Alors combien à peu près de quantités vous faites par jour? Ah, beaucoup. En fait, on a les 3 magasins, les Pieds d'Argent, la boulangerie moderne au Moneghetti et puis ici. Donc en gros, on est sur à peu près 1500 baguettes par jour, pour donner que l'idée d'une baguette. Familial certes, mais aussi convivial, car ici à l'Épidore, nous pouvons nous retrouver par exemple tous les matins ou durant l'après-midi pour déguster une pâtisserie ou tout simplement pour boire un café. L'établissement vous accueille du matin jusqu'au soir. Et la météo, c'est avec vous, Sarah Inkari. Bonsoir, une question toute simple. Le soleil va-t-il continuer de briller demain sur la principauté? Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Oui, le soleil sera toujours au rendez-vous demain, même si quelques passages nuageux sont à prévoir au cours de la journée. Profitez de ces belles éclaircies, car la pluie devrait faire son retour à partir de jeudi. Du côté des températures, elles seront sensiblement égales à celles d'aujourd'hui, avec 15 degrés le matin et 21 l'après-midi. Et puis si vous connaissez une Élodie, ayez une petite pensée pour elle ce mardi. Et comme le veut la tradition, on termine votre journal en images avec les instantanés du challenge Denis Ravera, le 15e du nom. Les photos sont signées Manuel Vitali. On se retrouve demain, 19 h pour un tout nouveau journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.